Au Maroc, si tu veux que les choses se passent, si tu es trop perfectionniste ou si tu veux absolument que les choses se passent comme rien que fait pas de projet. Khadija Ben Slimane, fondatrice de KB Kombucha, première marque de kombucha made in Morocco. Il y a certains points de vente à Kazakh, s'ils me demandaient aujourd'hui, je leur vendrais pas. J'avais vraiment à cœur de lancer ce projet-là au Maroc parce qu'il n'y avait pas de marque marocaine. Après, on s'adresse à qui? Je suis partie voir l'Onsa Araba, la pompe, le glycol, le chiller, le machin. J'ai pas vraiment réussi à rentrer sur Glovo, ça a été compliqué avec eux. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Franchement, ce que j'ai appris sur moi, la vérité. Khadija, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Pour l'anecdote, c'est Rim Zaim qui était là l'épisode précédent qui m'a présenté à la marque KB. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de potentiel, que ça allait être très très intéressant. Du coup, je suis très ravie de t'avoir et très curieuse d'en apprendre plus sur la marque et sur toi. Il me semble que ça a débuté en 2024, c'est ça? 2000, ouais, c'est ça. Il y a à peu près Un an. un an. Exactement. Pour le nom, j'ai trouvé ça intéressant. KB, du coup, c'est tes initiales, Khadija Ben Slimane, et également les 2 lettres qu'on retrouve dans le kombucha. Donc, Exactement. j'ai trouvé ça C'est mes sympa. initiales et les initiales de la boisson en anglais. C'est pas... Ah ouais, Oui, ça dit en fait, KB en ouais, anglais? en fait, toutes les associations internationales, c'est KB International, KB Brewer. Donc, voilà, en Intéressant. fait, Génial. ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est un petit clin d'œil, nos initiales à cette boisson à moi. Du coup, on l'a mis en Super. phonétique. Et ça marche bien, je suis contente. Donc, on peut peut-être commencer par ça, par la boisson, parce que de base, si je comprends bien, c'est une alternative saine à toutes les boissons un peu industrielles, donc les Coca-Cola, les sodas, les jus, qui sont souvent remplis de sucre. Du coup, peut-être tu peux me parler plus du kombucha, de ce que ça contient, de comment c'est fait, et pourquoi c'est bon pour les adultes et pour les enfants aussi. Moi, j'ai une grande passion pour les boissons fermentées en général. Donc, il y a le kéfir qu'on connaît, le kéfir de lait, il y a le kéfir de fruits et il y a le kombucha. Et le kombucha, ce qui est intéressant, c'est qu'il est fait à base de thé. Donc, ça nous rapproche un petit peu du côté du iced tea, sauf qu'en fait, ce thé, il a été fermenté avec un levain, comme on met un levain dans le pain, donc on l'inocule avec un levain, ce qui lui donne d'autres propriétés. Ça démultiplie les antioxydants du thé, ça le rend riche en bactéries et levures, ça produit des minéraux qui n'existaient pas avant, donc on a aussi beaucoup plus de minéraux, beaucoup plus d'antioxydants et des bons acides organiques, dont un qui est assez connu puisqu'on connaît beaucoup le vinaigre de cidre pour son acide acétique. Et donc, en fait, cette boisson, elle est un petit peu acide parce que, justement, la fermentation produit cet acide acétique qui est reconnu pour réguler l'insuline, baisser le taux de sucre et qui est bon pour le foie. Voilà, donc les acides organiques contenus dedans sont en même temps bons pour le foie, la glycémie, en dehors des propriétés de bénéfices santé. Mais c'est surtout, avant tout, moi j'aime bien la présenter comme une boisson super fun, super bonne, Ouais. voilà, et qui est pétillante, rafraîchissante et voilà, qui nous permet de boire autre chose que des sodas ou de l'eau ou un jus de gingembre citron, qui sont les uniques alternatives quand on ne boit pas de soda, en fait. Et pour le processus de fermentation, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est là où Exactement. il y a les probiotiques qui se créent. Je pense que c'est à partir d'un starter qui est Exactement. SCOBY, c'est comme ça que ça s'appelle, le Alors, SCOBY? en fait, le starter, c'est le liquide, d'accord? En fait, mon kombucha pourrait te servir comme starter pour démarrer ta Ah, culture. d'accord. Ok. Ok. Donc, je pourrais prendre cette Voilà, bouteille et en faire plus chez c'est moi à la ça. maison. Ouais. Et si tu mets cette bouteille dans 1 litre de thé dans lequel tu mets 40 grammes de sucre, au bout de 5 à 10 jours, va se former le SCOBY. D'accord? Donc, Qui est quoi? qui est une mère du kombucha, c'est de la cellulose. Et en fait, on appelle SCOBY parce qu'en anglais, c'est Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, donc une culture symbiotique de bactéries et levures qui vivent ensemble. Et c'est ces bactéries et levures qui vont transformer le sucre en acide acétique et ton thé qui est sucré va devenir de plus en plus acide et jusqu'à produire des bulles et devenir pétillant. Donc voilà, c'est vraiment moi, la fermentation, je trouve ça assez magique parce que c'est un écosystème et puis nous, on vit dans un écosystème. Notre microbiote est un écosystème et donc travailler avec un produit vivant, le voir évoluer et savoir que là, je suis en train de produire, je vais reproduire
un batch de chaque saveur et je sais que même si je fais la même recette, ce ne sera pas la même que celui d'il y a un mois ni que le prochain parce que voilà, les paramètres changent. Comment ça? C'est les bactéries qui sont Non, différentes? c'est qu'en fait, ça dépend de la température. Ton thé, est-ce qu'il est exactement le même que la fois passée? Donc, à chaque fois que je reçois un nouveau lot de thé, bah, c'est un nouveau lot qui a évolué dans un contexte où il faisait plus de soleil, moins de soleil que l'année d'avant. Donc, voilà, tout ça fait que l'écosystème change. Le sucre aussi, est-ce que c'est... là, j'ai reçu du sucre de canne de Brésil. Une autre fois, ça va être du sucre de canne d'autre part. Et donc, tout ça fait que ça change un petit peu la fermentation. Alors justement, parlons du sucre, parce que c'est les bactéries qui vont aller manger le sucre, ce qui fait que c'est une boisson presque sans sucre. Pas tout à fait, il reste du sucre résiduel. Ok. Donc au départ, on met une quantité de sucre un peu plus importante qui va nourrir les levures et qui vont les transformer en acide. Et donc, progressivement, le taux de sucre va baisser. Okay. Mais il en reste ce qu'on appelle le sucre résiduel, qui, si tu gardes ta boisson pendant 1 an, 2 ans, bah, les levures vont continuer comme c'est pas pasteurisé, c'est vivant. Ma boisson, tu pourrais la garder pendant 2 ans et en fait, le taux de sucre va continuer à diminuer jusqu'à ce qu'il y en ait presque plus. Mais il en reste encore un petit peu, là, à peu près 4 grammes pour 100 ml, ce qui permet d'avoir cet équilibre entre acide et sucre qui est le sweet spot qui fait qu'on apprécie un produit. Parce que si c'était sans sucre, ce serait du vinaigre en fait. Voilà. En fait, le vinaigre de cidre, c'était de la pomme à la base. Et quand tu as 0 sucre, ça devient du vinaigre. Donc, ça devient trop acide. Donc, en fait, on arrive avant ce stade-là pour équilibrer le sucre et l'acidité et trouver le juste milieu. Très intéressant. Parlons de digestion du coup, parce que Bien sûr. c'est un très bon produit pour bien digérer, parce que ça contient du coup les probiotiques. Donc, au lieu de prendre juste des probiotiques qu'on trouve à la pharmacie, je pourrais boire du kombucha tous les jours et ça peut remplacer. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il faut savoir que si tu prends des probiotiques en pharmacie, tu auras sûrement 1 souche, 2 souches, 3 souches Oui. et quelques milliards, etc. Et dès que tu vas l'arrêter, bah, ça va s'arrêter. Donc ça, c'est les probiotiques, c'est les bactéries et levures. Ensuite, tu as aussi les prébiotiques, ce qui va nourrir les bactéries. Donc il y a 2 choses quand on parle d'équilibrer un microbiote. Il y a le fait d'apporter des bactéries et levures parce que souvent, il y a des déséquilibres. On appelle ça une dysbiose intestinale. C'est quand tes bactéries et levures sont déséquilibrées. Souvent parce que prise d'antibiotiques ou par voilà, une mauvaise alimentation, par du stress, par des traitements, etc. Et donc, il y a le fait d'apporter ces probiotiques et après, il y a le fait de manger les bonnes choses qui vont permettre aux bactéries que tu as mises de pouvoir vivre. Okay. Et donc, l'idéal dans une alimentation, c'est pas d'avoir 2 mois où je prends des probiotiques. L'idéal, c'est d'avoir dans ton alimentation toute l'année des fibres qui vont nourrir tes bonnes bactéries et des probiotiques, mais tout au long de l'année. Okay. Donc, l'avantage de ces boissons fermentées, que ce soit le kéfir, le kombucha ou même le kéfir de lait, c'est qu'elles ne t'apportent pas une souche, elles t'apportent énormément de variétés de bactéries et levures saines. Donc, c'est une variété que tu trouveras rarement dans un produit mort, parce qu'ils vont sélectionner les souches. Et quand tu sélectionnes les souches, aujourd'hui, on n'en est pas au niveau, ça s'approche, où on peut te dire « Ah, bah, c'est cette souche-là dont tu manques. » Donc, peut-être ce probiotique va fonctionner, peut-être il ne va pas fonctionner, mais tu ne le sais pas en fait. Tu le sais si tes symptômes un petit peu diminuent, mais il n'y a pas de ciblage particulier aujourd'hui, à moins que tu aies fait une analyse de ton microbiote dans un laboratoire et qu'ils te le disent. On pourrait peut-être parler un peu plus de toi, du coup, de ton parcours. Tu étais naturopathe avant, mais je crois que bien avant, tu étais dans l'industrie du textile. Oui, c'est ça? Ouais. Donc, parle-moi un peu de ça et comment on en arrive à KB. Ce qui est drôle, en fait, quand je me remémore, c'est que j'ai passé pas mal les premières années de ma vie dans le domaine du textile. C'est un domaine toujours très difficile et très engageant, parce que c'était une histoire familiale. Et bon, il y a eu une crise du textile, donc il y a eu une liquidation judiciaire, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup
beaucoup impacté, même si moi, j'ai grandi dans une usine textile. Donc, j'ai grandi avec ce côté de production, de chaîne de production, etc., en voyant des parents qui travaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça a été assez compliqué, ce moment de la fermeture de l'entreprise, parce que j'étais dedans, que c'était quelque chose d'assez difficile. Après ça, donc, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire et à 30 ans, j'ai eu la crise de la trentaine et donc j'ai eu envie de faire autre chose et je me suis dirigée vers ce parcours de naturopathe en France. De là, s'ensuit 10 ans formidables de pratique de naturopathe et surtout d'encadrement de séjours de jeûne, parce que c'est vraiment ma spécialité, les retraites de jeûne. De jeûne, du Jeûne verbe hydrique, jeûner. du jeûne hydrique où Mhm. on mange pas pendant une semaine. Mhm. Donc ça, c'est vraiment, je fais ça depuis presque 7 ans. Les dernières années, les 3 dernières années, je sentais que j'avais besoin de revenir à quelque chose avec, je sais pas, je saurais même pas dire avoir un projet. Je trouvais ça formidable d'être une profession libérale, d'être libre, etc. Mais il me manquait quelque chose. Et en même temps, j'avais peur de retomber dans un projet qui me ramène vers ce que j'avais quitté dans l'intensité, dans le fait que quand tu es dans une société, bah, tu es au rythme du besoin aussi de ta société. Toute cette folie que j'avais quittée avant, j'avais peur. Donc, j'étais vraiment en me disant, est-ce que je lance ce projet ou est-ce que je le lance pas? Du coup, je me suis fait aussi accompagner pour ça, parce que j'avais vraiment à cœur de lancer ce projet-là au Maroc, parce qu'il n'y avait pas de marque marocaine. Et je me disais, ce serait tellement formidable de pouvoir être la première marque marocaine, mais ça implique, voilà, c'est une industrie et moi, je viens de l'industrie. Donc, ce qui est drôle, c'est que finalement, après avoir eu un moment de ma vie dans l'industrie, un moment de ma vie dans la santé, et ben KB Kombucha, c'est l'alliance des deux, c'est-à-dire c'est de l'industrie dans la santé et je trouve que c'est un clin d'œil que j'ai pas cherché et je trouve assez toujours magique ces choses de la vie qui nous emmènent ici pour mieux nous retrouver dans notre présent. Mais attends, revenons un petit peu quand tu as parlé des retraites de jeunes. Déjà, parle-moi un peu plus de ça. C'était quoi? Ça ressemblait à quoi? C'était pour qui? En naturopathie, l'hygiène de vie est très importante et le fait de détoxifier son organisme. La santé, c'est l'équilibre, c'est l'homéostasie. C'est quand ton corps, voilà, il est équilibré entre ton alimentation, tes surcharges, tes dépenses, etc. Et à un moment donné, voilà, dans notre vie un petit peu folle, on accumule beaucoup de surcharges, de toxines, de toxiques, mais aussi émotionnelles, aussi mentales, qui fait que ton corps il devient en déséquilibre. Et donc, ces jours détox et ces jours de jeûne, ils permettent de faire une pause de tout, sur tous les plans. Donc, en fait, pendant une semaine, on va dans un centre en pleine nature. On se prépare, bien sûr, une semaine avant. On commence à arrêter la viande, le poisson, bien sûr, tous les produits industriels, les cafés, etc., tout ce qui est excitant. Et ensuite, on finit les 2 derniers jours juste par des fruits et légumes pour commencer à rentrer dans le jeûne doucement. Et donc là, pendant une semaine, on applique la méthode Bushinger, qui sont la base en Allemagne du jeûne hydrique. Donc, on suit leur méthodologie. Et donc, pendant une semaine, il va y avoir vraiment une pause digestive, puisque tu ne vas plus rien digérer. Donc, ton intestin va être en mode pause. Et pendant ce mode pause, en fait, tout ton corps va avoir le temps de se nettoyer et de faire tout le travail qu'il n'a pas le temps de faire après. Parce que ce qui est magique dans le corps, c'est que quand tu arrêtes de manger, tu as encore beaucoup de réserves. Donc, ton corps va utiliser ces réserves pour fournir de l'énergie. Donc, on n'est pas super mal quand on fait un jeûne hydrique. Au contraire, on a quand même le corps qui sait qu'a cette capacité à produire de l'énergie. Mais en la produisant, il va prendre les protéines détériorées, les cellules mal formées, tout ce qui fonctionne mal, etc. Et il va le recycler en énergie. Okay, donc ça fait un deep cleansing, ça fait vraiment un nettoyage cellulaire profond. Et en même temps, toute cette énergie que tu dépenses pas à digérer, parce qu'il faut savoir que même si tu grignotes 3 amandes, tu relances une digestion. Donc la digestion, c'est presque 30% de l'énergie qu'on utilise. C'est pour ça que quand on est fatigué et qu'on va faire un très gros repas, on a envie de dormir après.
C'est parce que ton corps a pas d'énergie, donc il se dit: «Bon, bah, il faut bien que je digère tout ça». Donc il prend ton énergie et la fatigue qu'on appelle postprandiale, c'est quand, voilà, l'énergie est prise par la digestion et du coup, tu l'as plus pour te concentrer. Voilà, et donc les personnes passent une semaine comme ça à faire 7 kilomètres de marche. On fait un petit peu de yoga le matin pour s'éveiller. Ils font des massages l'après-midi, du sauna, hammam, et le soir, on fait une conférence sur la nutrition. Chaque soir, on a une conférence sur la nutrition pour éduquer, pour faire comprendre un peu les principes de base de la santé, de l'hygiène de vie, et que les personnes repartent après avec des éléments à mettre en place dans leur vie de tous les jours. Et ils repartent avec énormément d'énergie, une peau lisse, une peau rayonnante, une grande forme, beaucoup de motivation. En général, ça dure 3 à 6 mois, le temps que les mauvaises habitudes reviennent un petit peu. Donc, en général, ils font ça un petit peu. On fait ça à peu près une fois par an. Et pour le jeûne, ça veut dire qu'on mange pas, mais on boit de l'eau? À quoi Oui, ça... c'est un jeûne hydrique. Donc, on mange pas de solide, mais on a un petit jus de citron curcuma le matin, gingembre, on a de l'eau et des tisanes pour bien éliminer les acides, et on a un bouillon le soir, un petit potage qui nous apporte les sels minéraux, un petit peu de sel, etc. pour se réhydrater. Et Ok. ensuite, il y a la phase de sortie qui est la même que la phase de descente à l'envers. On reprend les légumes. Ensuite, on ramène des céréales, ensuite des légumineuses, ensuite des œufs, ensuite du fromage, et ensuite le poisson et la viande. On repart doucement. Mhm. Et dans ce parcours-là, pendant ce temps-là, quand est-ce qu'est venue l'idée de KB? Ben, en C'était quoi fait, l'inspiration? c'est à ces moments-là parce que on donne beaucoup de conférences sur la nutrition. Et donc, une des parties de la reprise alimentaire, quand on leur explique comment repartir, c'est de dire, ben voilà, il faut que vous mettiez des aliments vivants, des fibres, des légumes, des fruits, des choses végétales, et ramener des super aliments et des probiotiques. Voilà, pour pouvoir rééquilibrer. Et donc, dans les produits fermentés, il y a le kéfir, il y a le kombucha, il y a les légumes lacto-fermentés. Bon, après, il y en a plein d'autres, mais du coup, je leur donnais des ateliers après. Ils me disaient, oui, mais comment on fait du kéfir? Je disais, c'est simple, ok, montre-nous. Donc, en fait, le jour de la sortie, je leur faisais un atelier kéfir ou kombucha. Et donc, voilà, j'ai aidé les personnes à le faire. Et ensuite, j'ai remarqué qu'au Maroc, à Green Village notamment, qui est le supermarché bio au Maroc, ils vendaient du kombucha. Donc, ça, c'était il y a 5 ans. Donc, je me suis dit, waouh, ils vendent du kombucha, personne ne sait ce que c'est une marque importée. Je vais téléphoner, je vais voir ce qu'ils en vendent. Ils me disent, oui, ça se vend très bien. Je me dis, ouais, quand même, ils vendent un truc super bien, alors qu'ils ont expliqué à personne ce que c'était. Donc, je me suis dit, c'est évident, il y a plein de personnes comme moi qui ont envie de boire autre chose. En fait, je me sentais seule, mais je me suis dit, finalement, il y a des milliers de personnes qui font attention à ce qu'elles boivent, et que tu n'as juste rien à boire, en fait. Quand tu veux pas boire de soda et de jus, t'as plus rien, en fait, dans un café. Et j'étais tellement frustrée de ça. Et quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, oui, même au Maroc, il y a de la demande. Et c'est trop dommage que ça vienne de 3000, 4000 kilomètres, que ce soit pasteurisé. Ce serait super d'en avoir une locale. Et donc, j'ai travaillé sur le projet pendant presque 2 ans, à me former et à faire des essais dans ma cuisine, à faire des essais de recettes, à essayer de trouver tout ce qu'il faut, à essayer de voir comment je pouvais monter une unité. Il y avait l'histoire de l'ONSA aussi, c'était pas simple parce que c'est un produit fermenté. Donc, il y avait une problématique aussi qu'il fallait solutionner. C'est-à-dire? Comme il y a de la fermentation, pour beaucoup, fermentation égale c'est une fermentation alcoolique. Et donc, fermentation égale à alcool. Donc, il fallait que je puisse prouver que cette boisson n'avait pas d'alcool. Et donc, moi-même, j'ai dû me former sur les méthodologies à l'international qui font qu'ils arrivent à contrôler le taux d'alcool. Parce que pour le taux d'alcool, en dessous de 1,2, c'est pas une boisson alcoolisée. Okay. Mais pour être une boisson halal, il faut être en dessous de 0,5. Donc, à Dubaï, au Moyen-Orient, aux Émirats, même aux États-Unis où ils sont extrêmement stricts sur l'alcool, le taux le plus bas, c'est 0,5.
Mhm. En Europe, c'est 1, 1,2. Tu peux avoir une kombucha 1, 1,2. OK? Donc au Maroc, je me suis dit, il faut que je sache moi-même que je suis capable de le faire, sinon c'est même pas la peine que j'investisse. Et donc, je me suis formée sur les méthodologies pour arriver à maîtriser ça, pour pouvoir me dire, OK, je peux me lancer, je peux leur prouver. Et d'ailleurs, j'ai reçu les analyses là de toutes mes kombuchas 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, et elles sont toutes en dessous de 0,5. Donc, Oui, j'imagine qu'il y voilà. avait beaucoup de paperasse au début, Oui. beaucoup Ouais, d'administratifs. et puis c'était compliqué parce qu'ils ne connaissaient pas ce produit. Quand tu es la première à faire quelque chose dans un pays, c'est compliqué parce qu'ils n'avaient pas de choses sur lesquelles dire, OK, il faut que tu fasses comme ça et Mhm. comme ça. Mhm. Donc ça a été vraiment un parcours. J'ai eu beaucoup de chance et ça m'a fait très peur, mais on y est arrivé. D'ailleurs, après l'appel pour le Green Village où tu découvres qu'il y a une demande, après on s'adresse à qui? Qu'est-ce que tu as fait exactement après Après, je avoir me eu suis dit, l'idée? faut que je vois si je peux faire du kombucha sans alcool. Ok, donc on s'adresse à qui au Maroc pour ça? À personne. Déjà, je me suis... Pas personne, en fait, non. Je me suis d'abord formée. Donc, Ok, je me suis dit, il faut que j'aille voir. Donc, c'est les États-Unis les plus avancés, parce que ça faisait 20-30 ans qu'ils font du kombucha. d'accord. Donc, ils ont eu le problème où la FDA avait fait fermer la moitié des sociétés de kombucha. Donc, ils ont dû s'intéresser au problème. Donc, j'ai réussi à avoir Mhm. une formation qui me permette... donc, ça, c'était solutionné. Ensuite, je suis partie voir l'ONSA Araba Mhm. en leur disant, voilà, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, là, je suis sortie, j'avais envie de pleurer en me disant, c'est pas possible, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et puis, j'ai quand même continué de faire des essais. Et puis, parce ils m'ont dit, fais ton plan tout avec tout le machin, et ensuite tu reviens. Je dis, mais non, vous pouvez pas me dire d'investir, de faire mon local, de faire tout, et après de me dire, je vais pas le donner, dites-moi si je peux le faire, et Bah ensuite oui. j'investis. Et donc, ils pouvaient pas vraiment se prononcer parce que c'était pas eux, enfin, c'était compliqué. J'ai donné beaucoup de matière. Mhm. J'aurais dit, voilà ce qui se fait aux États-Unis, voilà les nomenclatures, voilà le cahier des charges, voilà toutes les procédures, etc. Donc, je leur ai transmis ça pour qu'ils puissent après, eux, aller sur un processus de pouvoir donner des références pour que les personnes puissent Mhm. contrôler ça. Mhm. Et une fois que tu as fait tes tests à la maison, tu as ton produit, après tu vas chercher tes clients, n'est-ce pas? Non, Comment? après, il a fallu trouver le local. Mhm. C'est Pour pas quelque chose. produire? Ouais, Mhm. trouver le local, c'est pas simple. Ensuite, il a fallu trouver le fournisseur, tous les fournisseurs de tout, de thé, de bouteilles, de bouchons, etc. Et il a fallu surtout aussi dimensionner et créer l'unité avec des cuves qui n'existait pas vraiment au Maroc. Donc voilà, j'ai dessiné moi-même voilà, mon unité, comment je voulais qu'elle soit. Et puis j'ai été accompagnée avec quelqu'un qui m'a monté l'usine selon mon cahier des charges. Là, c'était une autre aventure, de faire fabriquer son matériel au Maroc avec des professionnels qui n'avaient jamais fait ça. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bugs. Ça fait exactement 1 an, c'était l'été dernier. Et ben, toutes les productions, des, tu- j'avais des problèmes incroyables. Ça ressemblait à quoi? Raconte. Ça ressemblait à la personne qui part en me laissant la pompe j'ai une cuve de 500 litres et puis d'un coup, pac, il y a le tuyau qui pète et j'ai un geyser. Tu connais le geyser là? La fontaine de kombucha dans le labo avec une pression à ramasser. J'ai pas d'égout, donc voilà, il fallait ramasser. Donc j'ai déjà, où est-ce qu'on ferme tout le bazar? Il a fallu apprendre à faire marcher des pompes, des vannes, enfin tout ça, moi je sais pas faire. Donc je savais faire du kombucha, mais après en faire à un niveau industriel, même si je m'étais formée, j'avais jamais manipulé ça. Puis il y a eu le fait que la cuve a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis et que donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes, dont à pas d'heure, des tuyaux qui pètent de partout avec soit de la kombucha, soit du glycol qui refroidit, avec du liquide bleu dans toute la salle.
Donc voilà, ça a été plusieurs mois assez difficiles. Qu'est-ce qui motive pendant ces moments-là? Parce que tu n'avais pas encore de clients. Si, j'avais des clients. J'ai démarré avec quelques restaurateurs, donc j'avais pas trop de pression au niveau des commandes, Ok. mais j'avais pas envie de perdre. Et c'est surtout qu'à ces moments-là, tu étais là, mais qu'est-ce que je fais? Je suis toute seule, il est 20h au labo, j'ai du glycol partout à ramasser, c'est tout gluant et bleu pendant 2 heures, ça te met vraiment en colère. Tu peux pas revenir en arrière, ça y est, t'as mis tous tes sous. Et puis on me dit dans l'industrie, qui que ce soit qui se met dans l'industrie, toutes les machines, à un moment donné ou un autre, vont avoir un problème. Ça arrive, il faut juste gérer. Alors, sur le moment, tu es en colère parce que c'est la faute de machin, de ci, de ça, de ci, de ça, que ça n'a pas été bien fait au départ. Mais après, voilà, tu le solutionnes et le lendemain, tu oublies, tu y retournes et tu oublies. Puis tu te dis que ça va s'arranger. Puis à chaque fois, tu apprends. Donc, tu as eu le problème. Une fois que tu as fini par avoir tous les problèmes, les problèmes, tu finis par ou les connaître ou les anticiper. Aujourd'hui, KB est dans plusieurs points de vente, n'est-ce pas? Des restos, des cafés, des pharmacies, des supermarchés Dans également. tout type de canaux. Et quand je regardais, j'étais curieuse, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas un site à toi? C'est-à-dire ton propre local en ligne? Parce qu'en fait, depuis 1 an, on est 2. Il y a une personne qui m'aide, il y a ma collaboratrice qui m'aide donc à produire, à embouteiller, étiqueter, etc. Mais pour tout le reste, je suis seule. Et du coup, je me suis dit, pour l'instant, il faut que je me sente sur le B2B. Un particulier va te demander 2-3 bouteilles, il va falloir aller le livrer, etc. J'ai pas de livreur, j'ai qu'un seul véhicule. Donc, il faut que quand j'aille livrer, que j'aille livrer tous les restos de Gauthier. Je fais ma tournée, je rentre et j'ai 3 cartons, 4 cartons par point de vente. Et je peux pas aller, surtout à Casa, il faut se garer en double fil. Enfin, c'est bien pour les petites motos, les Glovo, etc. J'ai pas vraiment réussi à rentrer sur Glovo. Ça a été compliqué avec eux. Donc, j'ai dit, bon, quand ça se fera, ça se fera. Pour l'instant, c'est les priorités. Et les priorités, c'était le volume. Et le volume, c'est les restaurants, la grande distribution. Et je me suis dit, plus je suis disponible dans des points de vente, plus mes clients pourront y aller. Ça me fait moins de marge pour moi, mais ça fait des ventes pour eux et du coup, ils recommandent. Et donc, voilà. Soit on fait vraiment du B2C, soit on fait vraiment du B2B. À un moment, on peut faire les deux, mais je pense qu'au début, je ne voulais pas me disperser. Petite parenthèse, pourquoi pas Glovo? Pourquoi ça n'a pas marché avec Glovo? Parce que je suis en frais, donc j'avais une interlocutrice qui jusqu'aujourd'hui ne répond pas. Donc voilà, en janvier, tu relances une fois. Donc tous les autres, j'ai eu la même chose avec tous les autres. Les acheteurs, c'est un monde compliqué à gérer parce qu'il faut que tu sois pushy, il faut déjà que tu aies le culot d'aller les voir, de présenter ton produit, etc. Mais après, toi, tu as un nouveau produit, tu es un produit de niche. Ils sont, je veux dire, je le sais, je le vois, ils sont surchargés avec des dizaines, voire des centaines de fournisseurs. Tu sais, tu t'intéresses surtout aux 20% qui font 80% de ton chiffre d'affaires. Donc, aller arrêter, prendre ton temps pour un petit fournisseur, c'est pas forcément évident. Donc, je le comprends. Donc, voilà, tous les mois, tu relances. J'ai une copine qui fait des pains qui me disait « Je démarre la campagne de harcèlement avec Bip ». Je te tairai le nom de l'enseigne de supermarché. Je dis « Yeah !» Parce que voilà, on est plusieurs copines à essayer de rentrer dans ce monde des grandes surfaces. Et bon, voilà, moi, je me suis très bien débrouillée avec Carrefour et Super U, mais il y en a qui y sont depuis plusieurs années même. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai réussi ici, j'ai pas réussi chez Glovo. Non, mais il faut continuer, c'est Voilà, ça. non, je laisse tomber. Et justement, moi je suis curieuse, les toutes premières fois où tu es allée contacter un point de vente, tu peux me raconter comment ça s'est passé? C'était un appel téléphonique? Tu allais peut-être toquer à la porte? Comment ça Alors, s'est fait? avant que je crée la marque, j'étais partie voir quelques points de vente qui sont un peu, on va dire, healthy, qui proposent comme Organic Kitchen, Nia, etc., en leur disant, voilà, est-ce que vous connaissez ce produit? Est-ce que si je le fais, vous le vendriez? Ils me disaient, oui, carrément, avec plaisir. Ils me disent, nous, on n'attend que ça, une marque marocaine. Il y en a des étrangères, mais on ne veut pas avoir de marque étrangère. Donc, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, je me suis dit, c'est génial. Il y a des personnes qui pourraient avoir du kombucha. Leurs clients le demandent. Et ils la vendent pas parce qu'ils voudraient avoir une marque marocaine. Donc, dès que j'ai commencé, je suis partie les voir. Ensuite, je me suis dit, bon, épicerie fine,
Donc, j'ai commencé à aller voir les épiceries fines. Donc là, tu essayes d'aller porte à porte. Ça ne fonctionne pas forcément. Mm. Ensuite, tu essayes d'appeler les copines que tu connais. Voilà, j'avais rencontré Bérénice qui fait les pains. Ensuite, voilà, j'ai rencontré Rim. Et en fait, au fur et à mesure, tu essayes de trouver des copines qui disent, bah voilà, j'ai le contact de celle-là, j'ai le contact de cette épicerie, etc. Et donc, tu fonctionnes un petit peu comme ça. Il y en a qui t'ouvrent les portes, qui t'écoutent, ils disent, ouais, allez, super, vas-y, envoie-moi, on teste, tu vois, ils ont rien à perdre. Et d'autres, non. Alors, quand c'est non, c'est-à-dire qu'ils te répondent pas. Donc là, tu fais 1 fois, 2 fois, et après 3 fois, en général, j'arrête. Je sais pas. Voilà, j'insiste pas forcément. En tout cas, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, tous les points de vente, je suis super contente d'avoir en face des personnes qui sont curieuses, qui goûtent le produit, qui le testent, qui se disent c'est chouette, c'est un produit nouveau, c'est marocain, j'ai envie de donner la chance. Quand tu as besoin de défendre ça, et que tu vois qu'à côté, ils vendent du kombucha étranger et qu'ils veulent même pas te donner juste la possibilité juste de voir si ton produit, il peut répondre à une demande de leur consommateur, je me dis, je veux même pas insister. Si elle n'est pas dans la démarche, même s'il y a certains points de vente d'épicerie fine à Kazakh, s'ils me demandaient aujourd'hui, je leur vendrais pas. Ouais, parce que justement, je me dis, c'est au début que des jeunes marques comme ça, on a besoin, et que si tu n'as pas dans ton épicerie fine la mentalité de te dire, je privilégie dans mon pays un produit marocain, pas au détriment d'un étranger, juste de le mettre juste en face, juste de laisser le client avoir le choix. Tu vois, si t'es pas capable de faire ça, I don't even need your money, tu vois. J'ai vraiment envie de travailler. Et aujourd'hui, tous mes clients, j'ai de très bonnes relations avec eux, même mes fournisseurs et mes clients. Et c'est assez rare. Et le fait de travailler comme ça te donne beaucoup de force. En tout cas, moi, c'est un élément humainement très important. Et tu as parlé de ton partenaire. Donc, tu gères ça avec Non, quelqu'un? j'ai pas de partenaire. J'ai juste une collaboratrice. Ah, une collaboratrice. Ouais. Ok, donc c'est toi qui gères Je fais tout. Ouais. Tu fais tout. Je fais le commercial, j'essaye de trouver le numéro des acheteurs, de faire la campagne de harcèlement, de montrer mon produit, de le défendre, d'expliquer l'histoire, la marque, de prendre les commandes. Je suis avec elle en production, j'embouteille, parfois j'étiquette, on met en chambre froide, je livre, je facture, je fais les bons de livraison, je relance, je fais les achats, j'achète les bouteilles, les bouchons, tout. J'essaie de poster 2-3 stories en même temps. Depuis 1 an, on a fait, je crois, on n'est pas loin de 25 000 bouteilles à 2, ouais. Oui, parce que j'ai vu sur Instagram, tu laves carrément les bouteilles. Ouais, on les lave. Tu les remplis toi-même. Ouais. Enfin, pas moi-même, mais là, c'est beaucoup elle, parce que je suis un tailleur. Au début, on faisait ça beaucoup à 2. Ouais. Et je viens de prendre depuis hier une deuxième personne. J'espère que ça va bien se passer avec elle pour pouvoir être à 2 en production et que je puisse être vraiment juste en back-office, ce qui est énorme. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça que je trouve intéressant parce que souvent, dans des podcasts, c'est plus des business très avancés. Et je trouve ça intéressant aussi de parler avec des gens qui sont au début. Donc, c'est intéressant aussi de connaître les défis à ce stage-là, des choses qui, pour toi, maintenant, sont les points de challenge pour toi. Jusqu'à il y a quelques mois, le challenge, c'était de faire suffisamment de volume pour te dire... Je peux payer mes charges, je peux payer des ressources. Donc, de là, avec tout le travail que j'ai fait depuis 1 an et le fait d'avoir pu rentrer dans de la distribution, j'ai atteint un volume qui fait qu'aujourd'hui, je peux recruter une 3e personne. Et donc, j'ai pu acheter aussi, que j'ai reçu avant-hier, une voiture frigorifique, un véhicule de livraison, le premier, parce que je livrais avec ma voiture. Le premier challenge au début, c'est de vendre, pouvoir avoir suffisamment de fonds pour déjà payer tes charges. Et une fois que tu arrives à payer tes charges, le surplus, tu peux avoir quelqu'un qui t'aide, tu peux avoir un véhicule et tu peux réinvestir. Donc aujourd'hui, je dirais que pour une année, c'est vraiment assez exceptionnel le volume que j'ai fait. J'ai fait x3 par rapport à ce que je pensais faire. Enfin, j'ai fait mon N+3 qui était dans 3 ans. Donc, alhamdoulilah, ça, je suis super contente. Donc là, maintenant, c'est structuré pour pouvoir faire ces volumes de façon plus optimisée. Donc voilà, ça a été recruter une personne, acheter un véhicule, je vais acheter une étiqueteuse,
Je vais regarder, voir si je peux acheter une embouteilleuse automatique. En septembre, j'envoie mes kombucha à Barcelone pour le Kombucha World Award pour voir un petit peu au sein des kombucha internationales comment va être notée ma kombucha. Et donc, je sais ce qu'il me faut pour doubler de volume et donc, je dois me structurer pour doubler de volume. En fait, tu es toujours en train de regarder la next step. Ouais. Et En même temps que justement, tu dois gérer l'opérationnel. le long terme, là, quand on pense il y a dans 5 ans, qu'est-ce que tu visualises? Quel est l'objectif? Est-ce que tu te vois peut-être aller même ailleurs dans la région MENA, plus en Europe, ou c'est vraiment déjà juste une expansion locale? Dans un premier temps, c'est sûr que ce serait déjà être disponible partout au Maroc Mhm. et saturer le marché autant que je peux, tant que je suis la première et sans trop de concurrents, parce que c'est un avantage énorme et je sais que c'est pas un avantage qui dure, voilà, c'est un avantage qui a duré indéterminé, mais probablement en courte durée. Donc, il faut que j'aille le plus vite possible tant que je peux être plus ou moins seule. Et effectivement, ensuite, moi, mes objectifs, ils sont très clairs. Je sais que je vais passer de la bouteille, je sais que je vais devoir faire une canette parce que c'est nomade, c'est plus léger, les coûts de transport et la logistique est un vrai enjeu. Le système de froid aussi. Donc, je sais où je veux aller pour augmenter les volumes tout en gardant celle-là en verre pour le CHR. Donc, j'ai une stratégie de produit. Je sais où je veux aller. Quand je pourrai vraiment faire du volume et arriver à ce que je veux en termes de gamme de produits, ce sera effectivement l'export. Et l'export, effectivement, je vois plus le Moyen-Orient et l'Afrique que l'Europe. Parce qu'il y a moins de gens? On me demande beaucoup en France et en Belgique, quand ils viennent et qu'ils goûtent mes kombucha, ils me disent « Mais quand est-ce que tu viens en France ?» Et moi, je me dis pourquoi je me dis, mais il y a déjà pas mal de marques locales. Je me dis toujours dans un pays, qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Alors, c'est clair qu'elle est très différente de toutes celles qu'on boit en France et en Espagne. Mais je trouve que sur le marché MENA et Afrique, le fait d'être marocain et d'avoir cette possibilité avec tous ces pays, pour moi, aurait plus de sens que d'aller en Europe. Mais le business, c'est quoi? C'est que s'il y a une opportunité, tu la prends. Donc, moi, j'ai des lignes directrices. Je me dis, it would make more sense. Mais après, en fonction des opportunités, forcément, si quelqu'un demain me dit je veux te distribuer, je t'achète en Espagne, etc., je fais ah oui, go. Même si aujourd'hui, à N+1, je suis pas structurée pour le faire. Donc, mon challenge, c'est de me structurer pour pouvoir faire plus de volume au Maroc. Et quand j'aurai atteint, quand je sais que je pourrai faire tout le volume au Maroc et que j'aurai du surplus à vendre, que je pourrai produire plus, là, oui, tu peux aller à l'export. Génial, trop hâte de voir. Et ensuite, ce serait aller sur d'autres types de boissons. Ah ouais, comme Ouais. quoi? Peut-être d'autres boissons fermentées. Et Du puis, kéfir? le kéfir, c'est un peu plus compliqué en termes de stabilité. Donc, j'en fais, mais je le vends pas de la même façon parce qu'il évolue très, très vite. Le kombucha, il va garder plus ou moins son goût pareil en augmentant d'acidité, plusieurs mois, 6 mois, 1 an. Le kéfir, en 1 semaine, il est presque comme du vinaigre, donc c'est plus compliqué à stabiliser. Donc, ça voudrait dire le pasteuriser. Est-ce que je voudrais faire du kéfir pasteurisé? Est-ce que ça prend du sens? Donc, voilà. J'ai toutes ces questions et je me dis... One step. Une chose à la fois. Je gère ça, je gère le volume, je gère les différents packaging, sizing, les différentes demandes et ensuite on verra. Un truc que j'aime toujours demander, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Tu apprends juste que tu es capable de bien plus que ce que tu t'imagines quand tu commences. Tu prends une décision, ensuite à un moment, tu peux plus... Donc, elle est difficile à prendre, la décision de mettre tout, de faire un pari, de te dire, OK, je me jette là-dedans, j'espère que ça va marcher, mais j'y crois. C'est-à-dire, si tu le fais, c'est que tu y crois à fond. Sinon, c'est même pas la peine de commencer, quel que soit le projet. Je savais que ce produit, il y avait une demande et que ça allait marcher. Il fallait juste que je le fasse bien, correctement et que je me plante pas. Ensuite, après, avec tous les up and down et la charge quand tu es toute seule, d'être sur tous les fronts, d'être toute seule et de pas pouvoir rely on someone else, il y a des moments où tu fatigues physiquement et quand tu fatigues physiquement et que tu as des petits pépins, du coup, ça prend un peu plus de place. Ce que tu apprends, c'est vraiment à lâcher prise.
C'est-à-dire que depuis le début de ce projet, je n'ai fait que lâcher prise parce que c'était pas la bouteille que je voulais, c'était pas le bouchon que je voulais, c'était pas la façon dont je voulais m'approvisionner en thé, c'était pas le sucre que je voulais, c'était rien de ce que je voulais. Donc à un moment, tu te dis au Maroc, si tu veux que les choses se passent, si tu es trop perfectionniste ou si tu veux absolument que les choses se passent comme rien que fais pas de projet. Au Maroc, tu as ce que tu veux et ce que tu peux. Il faut faire le mieux avec ce que tu peux. Sinon, tu fais pas. Tu vois. Donc, je me suis dit, OK, je lâche. Quelle bouteille j'ai? Ça. Quel bouchon j'ai? OK. Ton bouchon, il serait mieux? Oui, I know. Je sais que mon bouchon serait mieux métallique si tu savais, comme je le sais. Pour l'instant, il est comme ça parce que c'est ce que je peux faire et c'est ce qu'il y a, tu vois. Donc, tu apprends à lâcher prise sur pas mal de choses et tu apprends à gérer tout type de situation. J'aurais jamais pensé être super à l'aise, à te dire, bah voilà, la vanne, la pompe, le glycol, le chiller, le machin, tout plein de noms que je suis capable de te dire. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, tu développes des capacités. Je ne sais pas comment j'ai dimensionné aussi parfaitement mon unité de production. Quand tu fais un business plan, tu te dis tu fais quoi? Tu fais des cuves de 500, de 1000 litres, de 3000 litres, t'en achètes une, t'en achètes trois. Dans l'industrie, c'est vraiment compliqué de te dire je vais faire quel volume. J'en sais rien. Donc j'achète quel matériel pour quel volume. Et donc j'ai un petit 100 mètres carrés, j'ai 96 mètres carrés. J'ai commencé à construire une chambre froide et je lui dis, de visu, je dis, je crois qu'1 mètre de plus, ce serait bien. Vas-y, rajoute-moi 1 mètre. Ça fait combien une palette? J'avais aucune idée même de la dimension d'une palette. Or, tu es censé mettre des palettes dans ta chambre froide. Une fois que je l'ai construit, je dis, bah, ça fait combien une palette? Ça fait 80 sur 120. OK, donc on peut en mettre combien là-dedans? Bah, du coup, on peut en mettre 5. Bah, on peut mettre combien de cartons en haut? OK, donc on peut faire. Et c'était exactement ce que je peux faire en termes de prod avec ma cuve. Je me dis, mais comment j'ai pu imaginer un truc qui est exactement ce dont j'ai besoin maintenant. J'ai discuté avec beaucoup de producteurs de kombucha à l'étranger, j'ai fait des salons à l'étranger. C'est-à-dire, il y a eu un gros travail. Donc, chaque décision que je prenais, je la réfléchissais beaucoup. Et je me suis dit, OK, il faut que je fasse ça, mais il faut que je puisse faire le double sans changer de local. Donc, il faut que je prenne une cuve de ça. Donc, et puis, du coup, j'ai fait un peu comme ça et c'est tombé super juste. Bah, tant mieux. Je pense qu'on a fait le tour. On a dit du coup les points de vente, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver. Peut-être tu peux rappeler. Alors, on est dans à peu près 28 carrefours. On est chez Super U à Rabat et à Casa. On est dans certaines épiceries fines à Casablanca, épiceries comme Au Self, Nelly's, Doc Nature. On est dans des restaurants à Casa, à Rabat, 2 à Tanger. Puis il y a une bulle où nous trouver sur le compte Instagram où on peut régulièrement voir les nouveaux points de vente. KB Kombucha, merci beaucoup Khadija, Bah, je c'était t'en un vrai prie. plaisir. Merci.